Jacques Touchon est un subtil mélange d'une efflorescence de neurones au niveau du feuillage, certes, mais de racines aussi. Né à Mostaganem, en Algérie, il porte en lui l'odeur, les saveurs, les richesses de cette terre. Mais c'est en Languedoc qu'il a grandi, sur les terres huguenotes que son père pasteur leur faisait parcourir au gré des ministères. Ces racines huguenotes remontent à la Réforme. Les ancêtres de Jacques ont évolué dans les terres d'Europe chassées par les persécutions. Sa mère, psychologue auprès de Michel Ripstein, était une femme lumineuse, engagée dans la lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Si on se laisse aller à un peu d'épigénétique, il en plaira à notre président. L'ADN de Jacques s'est formé, modifié, enroulé, brin contre brin, à la faveur des musiques du Maghreb, des terres caillouteuses cévenoles et de la générosité de cœur maternelle. Il est là, sous nos yeux, l'héritage. Le professeur Jacques Touchon, au-delà de sa brillante carrière hospitalo-universitaire, a présidé la commission de l'aumônerie protestante, s'est engagé dans la lutte contre la toxicomanie auprès de Georgina Dufoy. Il a fait figure de psychiatre référent à SOS Amitié. Par ailleurs, il écrit, a publié des ouvrages d'art mêlant poésie et peinture, et Marie et lui tiennent salon comme au XVIIIe siècle et reçoivent des artistes. Tout comme ses racines, la famille est essentielle. Et lorsque l'on rencontre Jacques, quelles que soient les circonstances, Marie n'est jamais loin. La spécialité de ce médecin, neurologue, psychiatre, neurophysiologiste et gériatre, professeur des universités et praticien hospitalier, reconnu des hôpitaux de Montpellier, ancien doyen de la faculté de médecine et la maladie d'Alzheimer. Nous le savons. Il a présidé longtemps l'Institut Alzheimer, il a présidé le conseil scientifique de France Alzheimer, il est responsable de nombreuses publications scientifiques sur le sujet. L'Alzheimer, mais pas seulement. Il coordonne à l'INSERM l'équipe pathologie neurologique et vieillissement. Jacques Touchon sait ce qu'il se passe au plus profond de nos neurones lorsque nous avançons en âge, mais aura-t-il la clé pour inverser la tendance ? Ces potions magiques, ces bistouris miraculeux, ces hommes augmentés, ces clones qui nous font rêver à une vie longue et toujours rajeunie, Jacques, et si c'était plutôt vers le neurone, ces axones, ces synapses, ces facultés plastiques d'adaptation qu'il fallait se pencher. Nous sommes impatients de toutes tes promesses de vie éternelle. Alors quand on me fait des compliments, c'est probablement mon éducation huguenote. J'ai ce que j'appelle le syndrome de l'asphodèle. Je vous explique. Victor Hugo, dans un de ses vers, a dit « la lourde senteur des asphodèles ». Les asphodèles ne sentent rien. Les asphodèles ont fait de Hugo une victime manipulée, ou c'est l'inverse. C'est l'imposture. Et donc, ma chère Gemma, je suis en train de vivre ce syndrome de l'imposture qui a toujours caractérisé ma vie. Alors, le vieillissement du cerveau n'est pas une maladie. Ça paraît idiot ce que je dis, mais c'est fondamental. Ça n'est pas une maladie. Et cette conception vient du fait que tout a été médicalisé. De la rencontre des gamètes, du petit spermatozoïde devant l'énorme ovule, jusqu'au trépas. Et c'est Axel Kahn, dans L'homme, le bien et le mal, un ouvrage remarquable qui, justement, évoque les conséquences tout à fait déplorables de cette médicalisation de l'existence. Alors c'est pour ça que je vous appelle à résister, à lutter, à entrer en résistance. Et comme disait Cicéron, résister pour exister. Parce que Pierre Bourdieu disait
L'âge est une donnée biologique qui est manipulable et manipulée. Et effectivement, et plus on avance dans l'âge, plus on sait qu'on est dans une société qui nous manipule. Les représentations collectives au sens de Durkheim qui nous entourent sont totalement dévastatrices. Dévastatrices. Je ne vais pas parler de Sénèque, qui dit que nous sommes, en vieillissant, on a dit que c'était De Gaulle, mais c'est Sénèque, un navire qui coule. Montaigne, peut-être, de degré en degré, peu à peu, l'âge vient nous jeter dans un état lamentable. Alors, je ne lis pas mes citations, j'essaye de les reproduire de mémoire parce que je veux faire de deux choses une. Je veux me soigner tout en vous parler. Schopenhauer, qui est ce philosophe tout à fait optimiste que vous connaissez, a dit « L'enfance est bien heureuse, l'âge adulte pénible, la vieillesse un désastre. » Simone de Beauvoir, dont on connaît la finesse et la pertinence, a dit « Vieillir, c'est pire que la mort, c'est un déni de la vie. » Vous voyez la violence de ce propos. Alors, Jean Kelevitch, de façon plus souple, mais c'est tout aussi terrible. Le vieillissement est une anomalie normale. Et je terminerai par... Non, je ne terminerai pas par lui, parce que je voudrais évoquer Léo Ferré. Avec le temps, tout fout le camp, et on se retrouve comme un cheval fourbu. C'est là où il faut résister. Il ne faut pas se positionner en cheval fourbu. Et vous connaissez aussi la chanson de Jacques Brel, sur les vieux, du fauteuil au lit, du lit au fauteuil, la pendule. Mais je terminerai par quelques mots de Romain Gary qui parle à beaucoup qui ont dû abandonner leur mission professionnelle pour la simple raison de l'âge. Au-delà, et je parle pour moi-même, là, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Dans cette société qui est gouvernée par la vitesse, par le rendement, par la performance, par les qualités que l'on prête à la jeunesse, qui s'imposent comme des canons, pour le dire au sens propre et au sens figuré. Comment résister? Et on voit très bien qu'il y a des développements d'errance, des chemins de traverse, mon cher Jacques, qui se développent. La médecine anti-âge. Mais quelle énormité! La médecine anti-âge. Peut-on associer ces deux mots? Est-ce qu'on peut bloquer la pendule, comme disait Brel, qui va et qui vient? Mais aussi, et M. Mattei en a parlé, le transhumanisme, permettre au cerveau d'être augmenté, d'avoir sa mémoire augmentée, d'avoir sa vitesse de réalisation augmentée. Mais alors, et M. Mattei l'a évoqué aussi, qui va pouvoir obtenir un cerveau augmenté?
Et que dire de tous ceux qui n'auront justement pas leur cerveau augmenté? Et là, je voudrais citer, dans les origines du totalitarisme, Hannah Arendt qui disait « Dans un monde où tout est basé sur la performance, sur le rendement, une masse de gens de plus en plus importantes vont devenir superflus. » Et on voit très bien que le vieux, alors pourquoi encore ce glissement sémantique hypocrite? Pourquoi appelle-t-on un sourd un malentendant, un aveugle un malvoyant, un balayeur un technicien de surface et un vieux un senior ou un aîné? Acceptons les mots dans toute leur brutalité et vérité à partir d'un certain âge, mais à partir de quel âge difficile à définir. Moi, je me suis senti vieux dans une expérience personnelle tout à fait particulière. J'étais en train de me raser à l'époque où je n'avais pas une barbe courte. Mon fils rentre dans la salle de bain. Il me dit « Mon pauvre papa, tu ressembles de plus en plus à Panou. » Panou, c'était mon père. Là, il y a eu une expérience forte qui a structuré la suite de mon existence. Alors, effectivement, d'entre cette société qui est habitée par le dogme du rendement et de la vitesse, au premier mot qui nous échappe, au premier nom propre qui ne vient pas, à la première difficulté qu'on expérimente dans un rond-point à l'anglaise. Parce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, si vous voyez quelqu'un faire 2, 3 fois un rond-point à l'anglaise, il y a 2 solutions, il n'y en a pas 3. C'est soit un poète, soit quelqu'un qui malheureusement est sur le chemin de la dégradation progressive et irréversible de l'Alzheimer. Alors écoutez, si ça vous arrive, dites-vous que vous êtes un poète. La hantise de ce déclin irrépressible, la hantise de la perte de nos fonctions cognitives et en particulier de la mémoire. La mémoire, c'est ce qui définit l'homme. La mémoire, c'est ce qui nous inscrit dans une histoire. La mémoire, c'est ce qui nous permet de nous projeter, d'être être de projet. Et cette maladie va détruire tout cela, progressivement, jusqu'à la dépendance. Je n'irai pas au-delà, parce que ça va m'arracher des larmes, je suis émotif, et ça risque de vous émouvoir. Simplement pour dire que quand on est médecin, on apprend très souvent l'impuissance. Et que les médecins qui ne doutent pas et qui n'ont pas cette expérience, j'allais dire, quotidienne de l'impuissance, sont des médecins dangereux. En fait, la question préalable quand on va rencontrer un médecin, c'est « Docteur, est-ce que vous doutez ?» Et si vous dites oui, vous pouvez y aller. Mais alors, quid du vieillissement normal? Alors, on a fait une étude pour juger du pouvoir antioxydant de la vitamine E par rapport au ginkgo biloba. Et il nous fallait 60 sujets âgés normaux. On a mis 2 ans. Parce que comment voulez-vous vivre impunément? Comment voulez-vous vivre sans, in fine, être couvert de cicatrices? Alors on a trouvé ces 60 sujets normaux anormaux. D'ailleurs, l'étude s'est mal finie pour le laboratoire qui finançait l'étude. Mais tout ceci pour dire que
C'est difficile de définir la normalité tant nos existences sont singulières. Chacun d'entre nous a des blessures qui lui sont propres. Et ces blessures font sa richesse comme sa fragilité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? Dans deux aspects de la vie cérébrale. La vie cognitive d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau dans l'idéal de la normalité? D'abord, alors là, même les plus jeunes d'entre nous le saisiront, ça. Parce que, vous savez, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de l'énergie. Vous savez à partir de quel âge ça commence à diminuer? 17 ans, 17, 18 ans. Alors, il y a quelque chose de fondamental, c'est que quand on vieillit, on devient plus lent. La vitesse du traitement des informations diminue. Et il y a une pathologie neurologique qui vient présenter un aspect majoré de ce vieillissement dit normal. C'est la maladie de Parkinson, où là, la lenteur vient s'inscrire dans l'esprit comme dans la motricité. Mais attention, le sujet est lent, mais il n'est pas diminué. Et ça, peu de gens le comprennent. Et dans cette culture de la vitesse, on ne donne pas le temps au sujet de s'exprimer et d'exprimer toute la richesse de sa pensée. Donc le premier point, c'est la diminution de la vitesse de traitement cognitif. Le deuxième point, c'est un trouble attentionnel. En vieillissant, nous avons de plus en plus de difficultés à focaliser notre attention. On pense que c'est les enfants, pas du tout. C'est les sujets âgés qui vont avoir grande difficulté pour inhiber les interférences. Plus on est fatigué, plus on manque de sommeil, plus cet aspect va être important. Et quand vous arrivez à la fin d'une page d'un livre que vous lisez et que vous vous dites avec une petite inquiétude ou un effroi débutant, qu'est-ce que je viens de lire? C'est parce que tout au cours de cette lecture, nous avons été dispersés. Nous n'avons pas pu hiérarchiser les informations qui parvenaient à notre cerveau. Nous n'avons pas pu éliminer tel bruit, éliminer telle lumière, telle... Donc cette impossibilité, cette difficulté pour focaliser notre attention et pour la maintenir, attention focalisée et attention soutenue, est une des difficultés qui apparaissent avec l'âge. Il y a aussi ce que nous appelons les fonctions exécutives. Ce sont toutes les fonctions cognitives qui nous permettent d'élaborer des stratégies, de changer de stratégie, d'extrapoler les conséquences de telles décisions et surtout de changer de stratégie. Mais ces fonctions exécutives sont moins performantes. On est moins souple au sens articulaire comme au sens cérébral. Le shifting, comme disent les Anglais, est extrêmement difficile. Et on a un test très simple. On a des lettres A, B, C, D, et on demande au sujet, comme on fait faire aux enfants, d'aller de A à B avec un trait, de B à C, etc. Mais là où tout se complique, c'est quand on met des lettres, A, B, C, D, et des chiffres, 1, 2, 3, 4. Et on demande au sujet, après A, de mettre 1, après B, de mettre 2.
Et cette espèce de gymnastique-là devient de plus en plus difficile lorsque l'on vieillit. Qu'est-ce qu'il en est de la mémoire ? Mais la mémoire, lorsqu'elle est altérée chez le sujet âgé normal, c'est parce qu'elle subit la conséquence de ce que je viens d'évoquer, de cette difficulté à faire les choses rapidement, de cette difficulté à focaliser l'attention, de cette difficulté à hiérarchiser les informations et à décider que c'est ça qu'on veut retenir ou pas, et pas autre chose. Par contre, il y a des mémoires qui sont extrêmement solides. Ça a déjà été évoqué depuis le début du colloque. La mémoire procédurale, quand on sait faire du vélo, on sait faire du vélo tout le temps. Mais la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances générales, pour une culture donnée, celle-là aussi est très solide. Évidemment, la mémoire épisodique est plus fragile. Qu'est-ce que j'ai mangé hier ? Qui ai-je vu il y a 2 jours ? C'est plus fragile. Mais ça fonctionne bien, plus lentement, pour récupérer l'information. Cette récupération des informations mémorisées devient plus difficile. Quel est le grand coupable alors ? C'est notre lobe préfrontal qui gère tout ça, en partie, en grande partie. Et des boucles, Catherine Dolto en a parlé, des boucles sous-cortico-frontales, du sous-cortex au lobe frontal, du lobe frontal au sous-cortex. C'est ça qui fonctionne moins bien. Alors, ce qu'entraîne le vieillissement dit normal, ce n'est pas une dégradation, c'est un changement de style. Et ça me paraît fondamental. Le vieux, il a un style différent. Et ça, il faut le faire accepter. C'est pour ça que je vous proposais de rentrer en résistance. En fait, il y a une opposition entre la conception augustinienne de retrait, de méditation, et la conception cicéronienne qui est celle de l'activité jusqu'au terme. Rester intéressé pour devenir intéressant. La formule est très forte. Rester actif jusqu'au terme, c'est cette fière position que nous propose Cicéron. Mais comment alors tenir cette fière position ? Alors là, je vais citer Lao Tzu. Il écrivait, « Ce qui n'existe pas encore est plus facile à modifier. » Il dit aussi, « Agis sur ce qui n'est pas encore advenu. » Ça, c'est toute la mentalité, d'ailleurs, de la médecine traditionnelle chinoise. Agis sur ce qui n'est pas encore advenu. Et ça souligne... Alors, il y a aussi Benjamin Franklin. Je vais le traduire en français. 1 gramme de prévention vaut plus qu'1 kilo de traitement. Dans le Paul Richards Almanac, c'est la même chose que Lao Tzu. C'est la même chose que Lao Tzu. Et donc, si nous voulons résister, il faut que nous élaborions des stratégies de prévention. Comment ? Alors là, il y a eu un grand nombre d'études de cohortes. Je vais vous parler simplement de cette étude qui a intéressé... J'ai 5 minutes. Alors, ça va aller très vite sur les cohortes. Une cohorte montpelliéraine associée à Bordeaux et à Dijon, l'étude des 3 cités, où on a, sur liste électorale, sélectionné des sujets qui avaient de plus de 65 ans en 99. Et nous les suivons tous les 2 ans. Le but, c'est de repérer quels sont les facteurs, justement,
de vieillissement pathologique. Et ceci nous a permis d'élaborer toute une stratégie. Et je voudrais... Alors cette stratégie, c'est laquelle? La nutrition méditerranéenne, la correction des facteurs de risque vasculaire, c'est-à-dire l'obésité, le tabac, la sédentarité, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, etc. Régime méditerranéen, correction des facteurs de risque vasculaire, activité sociale, activité cognitive, activité physique. Voilà le programme. Alors, pour l'activité sociale, ça me fait penser à quelque chose qui, moi, m'est apparu très important. C'est ce que disait Pierre Bourdieu en disant que ce qui est important pour un sujet qui vieillit, c'est de conserver son capital social. Parce que pour le sujet âgé, disait-il, il faisait référence à Pascal, misère de l'homme sans Dieu, misère de l'homme sans projet. Ce qui compte pour le sujet vieillissant, c'est de pouvoir avoir des projets et de compter pour les autres. Ceci est fondamental. Et alors donc, pourquoi ces stratégies? On vient de démontrer, dans une étude qu'on fait avec les Toulousains, qui est l'étude MAPT, qui va être publiée dans le JAMA tout prochainement, que l'association du régime méditerranéen, de l'exercice physique, de la stimulation cognitive, de la stimulation sociale, avait un effet de ralentissement du déclin cognitif sur une étude qui est intéressée des sujets de plus de 70 ans et qui a duré 5 ans. On a la preuve de ceci. Donc ce programme a été validé. Il n'appartient qu'à nous de l'utiliser. Il faut rentrer en résistance, ne pas se soumettre. Et quand Cicéron dit, quand quelqu'un vous dit « tu as été », répondez-lui avec fermeté « je suis ». C'est ça, rentrer en résistance. Et je terminerai par 2 remarques cliniques du clinicien que je suis, et c'est ce que je propose à mes patients lorsque je les vois. Si demain ressemble exactement à aujourd'hui, je mets en danger mon cerveau, car la routine est une tueuse de neurones. Je vous remercie. Merci à chacun des orateurs de ce joli parcours depuis la conception jusqu'à la vieillesse.